Ladies and gentlemen, Switzerland will continue. La Suisse va continuer à œuvrer avec détermination et à mettre en œuvre les responsabilités assumées depuis 2 ans au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Tout au long de ce mandat, nous avons toujours souligné l'importance du droit international humanitaire et des droits fondamentaux en tant que pilier de la paix et de la sécurité. Et c'est avec le même engagement que nous nous préparons à la présidence de l'OSCE en 2026, déterminés à renforcer le dialogue et la coopération en Europe. La Suisse défend le multilatéralisme efficace et ciblé basé sur le principe de subsidiarité. 80 ans après la création de l'Organisation des Nations Unies, l'état du monde nous rappelle de toute urgence que notre mission n'est de loin pas terminée. Merci de votre attention et je vous souhaite à toutes et à tous des discussions productives. J'ai maintenant l'honneur d'inviter son Excellence, Madame Judith Suminwa Tuluka, Premier ministre et chef du gouvernement de la République démocratique du Congo, à prononcer son discours. Excellence, vous avez la parole. Monsieur le Président, permettez-moi de débuter mon intervention en vous adressant mes sincères félicitations pour votre élection à la présidence du Conseil des droits de l'homme, pilier essentiel des Nations Unies. Je vous exprime mes vœux de plein succès dans l'accomplissement de cette mission d'une portée capitale. Excellences, Mesdames et Messieurs distingués délégués, c'est avec gravité que je m'adresse à vous aujourd'hui, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi qu'au nom du peuple congolais. Monsieur le Président distingué délégué, je voudrais exprimer la gratitude de la RDC à cette Assemblée au regard de la diligence avec laquelle vous avez rapidement accédé à notre demande d'une session spéciale et à l'adoption à l'unanimité de la résolution le 7 février 2025 ouvrant la voie à la mise en place de la mission d'établissement des faits et de la commission d'enquête indépendante. Ceci augure un espoir pour des millions de Congolais qui sont encore aujourd'hui victimes des agressions répétées du Rwanda. Le gouvernement de la RDC s'engage à contribuer à la mise en œuvre de cette résolution adoptée le 7 février dernier, notamment en facilitant le travail de la commission d'enquête indépendante qui sera mise sur pied pour documenter les violences des droits de l'homme et du droit international humanitaire dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. C'est dans ce même élan que nous voulons saluer l'adoption à l'unanimité de la résolution du Conseil de sécurité du 21 février 2025 enjoignant clairement le Rwanda de quitter le territoire congolais et de cesser tout soutien au mouvement terroriste du M23. Il en est de même de la résolution adoptée le 13 février 2025 par le Parlement européen qui a mis en lumière l'exploitation illégale des ressources naturelles par le Rwanda. Nous voulons saluer également la résolution prise par le Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine et espérons des mesures coercitives pour la mise en œuvre de toutes ces recommandations en faveur de la paix. Ainsi, au regard des massacres et des exécutions sommaires qu'ils continuent de perpétrer sur notre sol, nous en appelons à des sanctions dissuasives pour permettre de restaurer l'ordre et la sécurité et protéger ainsi des milliers de Congolais vivant à Goma, Bukavu et dans d'autres localités sous occupation. Nous continuons à ce jour d'enterrer les morts que nous n'avons pas cessé de dénombrer et de compter, des millions de déplacés sans abri dont la plupart des camps ont été détruits par les forces d'occupation.
La situation sécuritaire et humanitaire dans l'Est de la République démocratique du Congo a atteint des niveaux alarmants. Selon les chiffres du ministère de la Santé, depuis le mois de janvier 2025, le conflit a provoqué, entre autres, la mort de plus de 7000 compatriotes, dont plus de 2500 corps enterrés sans être identifiés et plus de 1500 corps traînent encore dans les morgues. Plus de 215 cas de choléra identifiés et plusieurs cas de Mpox non pris en charge avec risque d'expansion. La destruction de plus de 90 sites, 90 sites d'accueil des déplacés internes, des attaques contre les hôpitaux et entrepôts humanitaires. Plus de 450 000 personnes, selon l'ONU, sont sans abri, nourriture et eau. Plus de 27 millions sont en besoin d'assistance humanitaire et plus de 2,8 millions de déplacés internes en République démocratique du Congo et particulièrement à l'Est. Mesdames et Messieurs, la RDC, en tant que membre de ce Conseil, réitère son engagement à continuer à œuvrer pour la promotion et la protection des droits de l'homme. Par ailleurs, suite au récent passage de notre pays au 4e cycle de l'examen périodique universel et devant le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, nous nous engageons à développer un plan d'action de mise en œuvre des recommandations de l'examen périodique universel et des organes de traité et comptons sur l'appui du Haut Commissariat aux droits de l'homme pour sa finalisation et l'échange des bonnes pratiques. Faisant suite au discours du président de la République devant cette auguste Assemblée lors de la 52e session, nous continuons de travailler dans d'autres domaines clés, notamment la justice transitionnelle, l'amélioration de la situation des femmes et des enfants, ainsi que celle des conditions de détention des détenus selon les priorités fixées par mon gouvernement. Concernant le droit à un environnement sain, la République démocratique du Congo, conformément à ses engagements en tant que pays solution, avec ses minerais stratégiques, ses forêts et sa biodiversité, continue de jouer son rôle pour la préservation de l'équilibre environnemental mondial, protégeant ensemble cet équilibre. Mesdames et Messieurs, il m'est impossible de vous décrire les cris et les larmes de millions de victimes de ce conflit. Femmes, filles violées, enfants en relais de force, déplacés et orphelins. En outre, les défenseurs des droits de l'homme, les journalistes, les artistes, témoins de cette tragédie à l'Est, n'ont pas le droit de la raconter. Ceci nécessite une réponse internationale renforcée et coordonnée. Nous appelons donc la communauté internationale à renforcer son soutien humanitaire, à fournir des ressources pour permettre une bonne prise en charge des milliers de blessés, de déplacés et de s'assurer du respect du droit international humanitaire, car ces principes sont essentiels pour sauver des vies et alléger la souffrance des Congolais. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, la situation des conflits armés à travers le monde exacerbe les violations des droits humains et empêche des milliers de citoyens à accéder aux droits fondamentaux tels que l'accès à l'eau, à l'électricité et à l'alimentation. Ceci n'est pas seulement le cas en République démocratique du Congo, mais notamment au Soudan, en Haïti et en Ukraine. Pour y faire face, mon pays soutient la nécessité de lutter contre les causes des conflits et imposer la paix dans le monde par des mécanismes de justice transitionnelle et de lutte contre l'impunité. L'histoire nous jugera implacablement si nous ne faisons rien pour mettre fin au conflit en République démocratique du Congo et dans d'autres parties du monde, conflits qui ne font que raviver la flamme de l'ignominie et tournent en dérision les principes et buts sacro-saints de notre organisation que sont la paix, le développement et les droits de l'homme. Nous pouvons changer le cours de l'histoire et nous en avons le devoir moral pour les générations futures. Je vous remercie. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous allons maintenant entamer le segment de haut niveau avec l'allocution de Son Excellence, Monsieur Luis Alberto Arce Catacora, président constitutionnel de l'État plurinational de Bolivie. C'est un message par vidéo.
Monsieur le Président du Conseil des droits de l'homme, Monsieur le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation et représentants des pays membres et observateurs du Conseil des droits de l'homme, c'est un honneur pour moi que de m'adresser à vous. L'État plurinational de Bolivie est membre du Conseil des droits de l'homme pour la 4e fois depuis sa création en mars 2006. Un témoignage clair de notre engagement indéfectible à l'égard de la promotion et de la protection des droits humains. Depuis notre première participation en 2008, nous avons montré par des actions concrètes que la défense des droits humains, notamment des populations historiquement marginalisées, est une priorité de notre pays. La Bolivie est un membre actif de ce Conseil et coopère de façon constructive avec ces mécanismes. Nous avons joué plusieurs rôles en tant que vice-président du Conseil, facilitateur des discussions sur l'efficacité et la rationalisation, point focal pour les questions de genre, et nous avons récemment procédé à notre 4e examen périodique universel. Monsieur le Président, le contexte mondial actuel est complexe. Nous sommes touchés par les conséquences d'une crise multidimensionnelle du système capitaliste. L'insécurité alimentaire, la pauvreté et en général les inégalités, les déplacements forcés, les effets néfastes des changements climatiques aggravés par un système de production irrationnel, les guerres impérialistes, colonialistes et néocolonialistes pour le contrôle des ressources naturelles et le non-respect de l'autodétermination des peuples et de la vie digne avec l'imposition de blocus économiques et de mesures coercitives unilatérales contre des peuples solidaires et souverains de notre région. Dans ce contexte, les États doivent renforcer le dialogue, la coopération et la solidarité pour régler les problèmes communs. Et notre chemin doit être celui de l'attachement au renforcement du multilatéralisme effectif. Nous reconnaissons le rôle fondamental du Conseil des droits de l'homme, qui est une plateforme qui, loin de la politisation et du deux poids, deux mesures, doit promouvoir l'universalité, l'interdépendance et l'indivisibilité des droits humains individuels et collectifs. Notre politique des droits humains accorde la priorité au traitement équilibré des droits civils et politiques et des droits économiques, sociaux et culturels. Plus particulièrement, les droits individuels ne peuvent ni ne doivent être séparés des droits collectifs et inversement. La Bolivie œuvre à la promotion du droit au développement, à la garantie d'une vie sans violence pour les femmes, les enfants, l'inclusion pleine des personnes âgées et des personnes handicapées. Nous revendiquons également en tant que priorité les droits de nos peuples autochtones et des communautés paysannes et afrodescendantes ainsi que de la terre-mère, comprise comme sujet de droit dans notre ordre juridique, non seulement au niveau national, mais également sur le plan international. Monsieur le Président, la Bolivie est un État qui promeut une culture de paix et qui condamne toute forme d'agression et de domination. En 2022, dans le cadre de l'Assemblée générale des Nations unies, nous avons proposé l'idée d'une décennie de la dépatriarcalisation en vue d'approfondir les politiques d'éradication de la violence à l'égard des femmes et pour garantir leur participation équitable à la prise de décision en contestant les structures patriarcales qui limitent encore l'exercice plein de leurs droits. En tant que membre du conseil d'administration de l'UNICEF et en tant que vice-président pour la région Amérique latine et Caraïbes, nous renouvelons notre attachement à l'égard d'enfants et d'adolescents à l'abri de violences, d'exploitation et de discrimination. Dans le cadre du Conseil des droits de l'homme, nous promouvons la protection des droits des paysans et des paysannes et d'autres personnes qui travaillent dans les zones rurales. Il s'agit d'un autre pilier fondamental de notre action sur le plan international. En 2023, la Bolivie, avec Cuba, la Gambie, le Luxembourg, l'Afrique du Sud, le Kirghizistan et l'Indonésie, a fait en sorte que soit adoptée la résolution pour la création d'un groupe de travail sur les droits des paysans et d'autres personnes qui travaillent dans les zones rurales. En
faisant avancer la mise en œuvre effective de la déclaration adoptée en 2018. Cet effort correspond à une dette historique à l'égard de personnes qui produisent des aliments pour nos sociétés, mais qui ont été systématiquement exclus des structures du pouvoir et de la protection internationale. La déclaration sur les droits des paysans et d'autres personnes qui travaillent dans les zones rurales est un document pionnier qui reconnaît les droits et reflète les questions prioritaires comme l'accès aux services fondamentaux, au droit à l'alimentation, au logement, à un environnement sain, à la lutte contre la discrimination, entre autres thèmes pertinents au niveau mondial, pour resserrer le fossé entre les villes et les zones rurales et pour avancer, par exemple, dans la mise en œuvre des objectifs de développement. Monsieur le Président, nous dénonçons avec préoccupation les ravages humanitaires générés par la violence armée dans différentes régions du monde. Le génocide contre le peuple palestinien dans la bande de Gaza, qui n'a pas cessé, est un rappel brutal de l'urgence de défendre le droit international humanitaire et de mettre un terme à l'impunité des personnes qui perpétuent les crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. De même, nous devons mentionner notre condamnation des discours et des mesures qui violent les droits des migrants et des migrantes. Nous rejetons toute tentative d'ériger en infraction la migration et nous réaffirmons la contribution précieuse des migrants au développement économique, social et culturel des sociétés sur toute la planète. Nous croyons en un multilatéralisme inclusif, solidaire et porteur de transformation. Nous misons sur le dialogue dans des conditions égales, la réduction effective des inégalités et la construction de sociétés plus justes et équitables. Cette année, nous célébrons notre bicentenaire, les 200 ans de résistance, de lutte et d'autodétermination face à des structures de colonialisme, de néocolonialisme et d'exclusion qui continuent de persister sous différentes formes. Nous commémorons cette date en réaffirmant face à la communauté internationale notre plein attachement à un monde où la dignité humaine l'emporte sur les inégalités et l'oppression. Nous allons continuer à faire entendre notre voix pour défendre les peuples opprimés, la terre-mère et un ordre international véritablement juste où les droits humains sont une réalité pour toutes et pour tous. Merci beaucoup. Excellence, je vous remercie. J'ai maintenant l'honneur d'inviter son Excellence M. Musalia Mudavadi, le premier secrétaire du cabinet et secrétaire du cabinet pour les affaires étrangères et de la diaspora du Kenya, à prononcer son discours. Excellence, vous avez la parole. Monsieur le Président, Excellences, chers collègues, tout d'abord, permettez-moi de vous féliciter, Monsieur le Président, de votre accession à la présidence du Conseil. Cette présidence arrive à un moment délicat dans les relations internationales où les défis sécuritaires émergents et les flux géopolitiques ont un effet unique sur la promotion et la protection des droits humains au niveau mondial. Les guerres et les conflits persistent et donnent lieu à des violations graves des droits humains. J'en veux pour preuve la hausse des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre et même des génocides. Le rôle crucial du Conseil pour faire face aux abus, pour prévenir les conflits et mettre l'accent sur la paix devient encore plus important. Nous voyons aujourd'hui des conflits violents caractérisés par des attaques aveugles contre des populations civiles, y compris les écoles, les hôpitaux, l'utilisation de la violence sexuelle est fondée sur le genre en tant qu'arme de guerre, la montée de l'extrémisme violent, la destruction des moyens économiques et les déplacements forcés. Le Haut-Commissaire des Nations Unies aux réfugiés, dans son appel global pour 2025, prévoit que plus de 139 millions de personnes de par le monde seront déplacées de force ou deviendront apatrides d'ici la fin de 2025 en raison des conflits. Il s'agit surtout de personnes vulnérables issues de pays en développement. Des rapports récents de l'UNICEF montrent que près de 47 millions d'enfants sont déplacés en raison des conflits et ce chiffre devrait encore augmenter
santé. Une organisation mondiale, Save the Children International, nous indique qu'un enfant sur 11 est privé de ses droits fondamentaux, de vivre, d'apprendre, d'être protégé et de prospérer, et ce en raison d'un conflit violent, de changement climatique ou d'instabilité économique mondiale. Aujourd'hui, en Afrique, plus de 2,8 millions d'enfants ne vont pas à l'école. Les guerres au Soudan, en République démocratique du Congo, en Libye, à Gaza, au Liban, en Ukraine, en Haïti, au Myanmar, sont quelques-uns des exemples notables des crises, y compris des conflits oubliés d'Afrique. Nous en avons parlé précédemment. Le Kenya poursuit son engagement actif dans les initiatives de paix au niveau régional et international, y compris en RDC, au Soudan, en Somalie et en Haïti, entre autres. En effet, nous reconnaissons que la paix durable est liée à la promotion et la protection des droits humains. Il faut donc intégrer pleinement les considérations des droits humains dans les missions de paix et les mécanismes généraux de règlement des conflits. Nous pensons que le travail du Conseil est plus essentiel que jamais. C'est une plateforme critique pour remédier aux violations des droits de l'homme qui sont souvent la cause et la conséquence des conflits. Monsieur le Président, nous pensons que malgré des défis significatifs, le multilatéralisme reste notre option la plus viable pour répondre aux problématiques mondiales et promouvoir les droits humains. Par conséquent, pour maintenir sa crédibilité et son efficacité, nous devons éviter la politisation et l'application sélective des normes. Le Conseil devrait être une plateforme de dialogue constructif, d'évaluation impartiale et de collaboration en encourageant le véritable progrès dans le contexte des droits humains. Le Kenya réaffirme son engagement à défendre les groupes marginalisés, surtout face à la montée de la xénophobie, de l'afrophobie et de la discrimination raciale. En tant que président rapporteur du groupe de travail intergouvernemental sur la déclaration de Durban, le Kenya s'engage à lutter contre le racisme et l'intolérance qui est associée et à saluer la deuxième décennie internationale pour les personnes d'ascendance africaine et l'accent mis sur la justice réparatrice et le développement. Il faut également mentionner le thème de l'Union africaine pour 2025, justice pour les Africains et les personnes d'ascendance africaine grâce aux réparations. C'est une démonstration claire de l'attachement de l'Afrique à la justice, à la redevabilité et à la reconnaissance des injustices historiques. Nous saluons le Conseil pour son travail essentiel de reconnaissance du lien inextricable entre les changements climatiques et les droits humains. Il faut de toute urgence faire face aux crises environnementales. C'est une reconnaissance du lien direct entre la dégradation de l'environnement et les violations des droits de l'homme. Le Kenya va continuer à défendre cette cause pendant qu'il siégera au Conseil. Nous soulignons l'importance de respecter les principes de l'accord de Paris. Nous pensons que le financement climatique et le fonds pour les pertes et préjudices sont essentiels et sont le minimum de ce qui est nécessaire pour une transition juste et une justice climatique plus largement. Nous sommes témoins des effets profonds des changements climatiques sur les vulnérabilités existantes, sur la marginalisation et sur les menaces existantes. Ces changements climatiques contribuent à l'instabilité et au conflit dans une région déjà fragile. Nous reconnaissons le paysage qui évolue des droits de l'homme à l'ère numérique. Nous nous engageons à y remédier de façon proactive. Nous avons examiné notre politique de 2014 sur les droits humains pour intégrer les questions émergentes, notamment liées à la technologie et à la fracture numérique. Nous pensons que le Conseil a un rôle essentiel à jouer pour promouvoir l'accès équitable aux technologies émergentes, à l'infrastructure critique et aux compétences nécessaires pour la pleine participation à la société de l'information. Nous soulignons que réduire la fracture numérique est essentiel pour faire en sorte que les technologies n'exacerbent pas les inégalités existantes. À cette fin, pendant son mandat, le Kenya souhaite défendre la reconnaissance de l'accès aux technologies comme composante essentielle du droit à l'information, tel que consacré à l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et l'article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Nous saluons tous les efforts déployés
pour que les technologies soient accessibles, abordables et bénéfiques pour tous. Monsieur le Président, nous reconnaissons le droit au développement en tant que possibilité essentielle d'encourager un environnement où chaque personne et chaque société peut réaliser pleinement son potentiel. Nous allons utiliser notre position au Conseil pour défendre un ordre international équitable et démocratique au service de toute l'humanité. Cela comprend d'aborder la question essentielle de la dette extérieure et ses effets sur la capacité des États de promouvoir et protéger les droits de l'homme. Nous pensons que le Conseil a une position unique pour servir de plateforme pour discuter et faire avancer les réformes de l'architecture financière internationale pour assurer une plus grande équité. Le Kenya respecte les droits de l'homme. J'en veux pour preuve le fait que nous sommes partis à la plupart des instruments internationaux des droits de l'homme. Nous nous engageons à les mettre en œuvre pleinement, ce qui passe par des rapports présentés régulièrement aux organes conventionnels et par les dialogues. De plus, nous sommes un membre actif des mécanismes régionaux des droits de l'homme, y compris la Cour de justice de la Communauté d'Afrique de l'Est et la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Au niveau national, nous avons mis en œuvre différents mécanismes juridiques, politiques, judiciaires et autres pour préserver la jouissance de ces droits par tous les citoyens. En 2010, nous avons mis en place l'une des constitutions les plus progressistes de l'histoire. Le chapitre 4 est consacré à la charte des droits qui protège les droits et libertés fondamentales. Cette charte s'applique à tous sans aucune discrimination. Nous sommes bien conscients du fait que la corruption constitue une menace pour les droits humains. La corruption, en effet, souvent facilite et aggrave les violations des droits humains, notamment contre les groupes vulnérables, en empêchant leur accès aux droits et services tels que la représentation juridique et un procès équitable, les droits fonciers, l'éducation, la santé et la protection sociale. Nous continuons de renforcer les institutions, la législation, les réglementations et les politiques afin de lutter contre la corruption, y compris par le biais de la Commission sur l'éthique et la lutte contre la corruption. Nous avons honoré notre engagement en adressant une invitation permanente aux procédures spéciales depuis 2015 et nous avons toujours accepté les demandes de visite et répondu aux recommandations. Nous reconnaissons également les contributions précieuses de la société civile et des commissions des droits de l'homme nationales et publiques. Nous travaillons avec ces acteurs et intégrons leurs points de vue dans différents rapports. Nous sommes les champions de la protection des droits de l'homme des groupes vulnérables, y compris les réfugiés. Nous avons des lois et des politiques telles que le plan Sherika qui garantissent la dignité et les droits économiques de ces victimes de déplacements forcés. En conclusion, en tant que chantre de ce Conseil et de ces mécanismes vitaux, le Kenya promet de poursuivre son travail proactif sur la scène internationale alors qu'il siège au Conseil. Nous réaffirmons que les droits humains demeurent la pierre angulaire de notre humanité commune, guidée par notre Constitution et la Déclaration universelle des droits de l'homme qui constitue la base des normes internationales des droits de l'homme. Nous nous engageons à promouvoir une société juste au niveau national et international. Nous avons mis la barre très haut pour protéger et élargir la liberté d'expression, la liberté de la presse, le respect du caractère sacré de la vie, la lutte contre toutes les formes de violence, y compris la violence fondée sur le genre et le féminicide, entre autres. Notre objectif primordial est de contribuer à un monde plus juste, équitable et plus respectueux des droits humains pour tous. Je vous remercie. Excellence, je vous remercie. Excellence, Mesdames et Messieurs, nous allons à présent observer une brève pause afin de permettre à nos éminences d'inviter Son Excellence le Président de l'Assemblée générale, Son Excellence le Secrétaire général des Nations unies ainsi que l'Haut Commissaire aux droits de l'homme de prendre congé. Je prie respectueusement les délégués de bien vouloir demeurer à leur place quand nous reprendrons immédiatement nos travaux avec l'ouverture du segment de haut niveau. Je vous remercie.